Bonjour et merci d'être là, bienvenue sur la chaîne des non-dits en cabinet médical à propos du dépistage organisé des maladies. Bon, évidemment, on peut faire l'autruche. Laissons venir, je suis pas malade, tout va bien. Attention, une maladie détectée avant les premiers signes, c'est toujours beaucoup plus précoce qu'une maladie détectée sur des signes. Constipation, diarrhée, occlusion, amaigrissement, cancer du côlon. On n'est plus dans le même volume du cancer, localement ou peut-être avec des métastases. Non, on a tout intérêt, en espérance de vie et en qualité de vie, de se prêter à tous les dépistages qui sont proposés et qui vont de plus en plus être proposés aux différentes phases de la vie. Du reste, dans nos cabinets, la prévention, le dépistage non organisé existe aussi. Quand je vois un patient en surpoids, je vais peut-être proposer un bilan lipidique, une glycémie, recherche de diabète, etc. Bien sûr, l'interroger sur son passé, rechercher tout ce qui me permet de dépister peut-être une maladie qui s'installe de façon sournoise. Et puis, il y a l'autodépistage, c'est-à-dire, par exemple, je constate que j'ai un petit névus au-dessus du sein gauche. Qu'est-ce que c'est? Je m'en inquiète, je consulte mon généraliste et peut-être, par son biais, le dermatologue. Voilà. Alors, les conséquences de la maladie, bien entendu, nous les connaissons. Les conséquences personnelles, bien sûr. Les conséquences sur la vie familiale. Les conséquences sur la vie sociale, professionnelle. Les conséquences financières. Rappelez-vous, quand on signe une assurance, on nous demande si nous avons eu des maladies, bien entendu. Et en fonction, pour votre emprunt, la lourdeur de l'assurance devient plus importante. Voilà. Alors, l'avenir est de plus en plus au dépistage. De plus en plus. Les dépistages commencent au berceau, déjà maintenant, depuis 1972 de mémoire. Les premiers dépistages au berceau se font. Voilà. Mais nous en parlerons. Mais nous insisterons bien sur le dépistage organisé des cancers. Cancer, deuxième cause de mortalité, vous le savez bien, après les maladies cardiovasculaires. Donc un risque sur 3, disons, de décéder de cancer. Ça n'est pas rien. Alors pourquoi échapper au dépistage? Au diable les craintes, parce que les craintes seront différentes après, lorsque les premiers signes seront là, où on se posera la question davantage du pronostic de la maladie. Voilà. Donc je vous invite à ce dépistage, vous expliquer comment ça s'organise, la fiabilité. Vous aurez certainement moins de crainte de vous y prêter lorsque vous saurez que, en général, ce sont des tests qui sont tout à fait acceptables, appropriés, non traumatisants, hormis peut-être le traumatisme psychologique d'attendre le résultat. Eh bien, allons-y. Je vous invite à parler, écoutez pour vous, le dépistage organisé. Les responsables de la santé publique dans notre pays posent les conditions d'un dépistage organisé. C'est le ministère de la Santé, l'assurance maladie entre autres, en se fondant sur les recherches de la Haute Autorité de Santé. D'un côté, nous pensons que la santé a un coût, d'un autre côté, nous revendiquons que la vie n'a pas de prix et que tout doit être mis en œuvre pour conserver quantité et qualité de vie. La Haute Autorité de Santé, par ses médecins épidémiologistes entre autres, pose les conditions de réalisation d'un test.
L'HAS est organisée en groupes de travail, compulse toutes les données internationales sur un sujet, en fait une lecture critique. Médecins, psychologues, sociologues, philosophes, des usagers, des économistes peuvent figurer au sein des groupes de travail selon le sujet. C'est ainsi que les critères indispensables pour un dépistage sont établis. Je vous invite à consulter, pour les plus intéressés d'entre vous, le guide du dépistage. Lien sous la vidéo, dans la description. Rappelons que les premiers dépistages en maternité sur le nouveau-né en France remontent à plus de 50 ans, 1972. Un formulaire du reste d'information est remis aux parents à la maternité. Au 3e jour de vie, 6 maladies sont détectées sur une goutte de sang au talon du nouveau-né. Je vous en cite 2 à titre d'exemple que vous connaissez sans doute. La mucoviscidose atteint un bébé sur 2500 naissances, soit 200 bébés par an. Affection qui entraîne, comme vous le savez, un lourd handicap par des infections respiratoires répétées, résistance aux antibiotiques, évoluant vers l'insuffisance respiratoire, mais aussi des troubles digestifs. Le simple dosage d'un enzyme, fabriqué par le pancréas, va conduire au diagnostic précoce. Nous pouvons prévoir que d'ici peu, une étude du génome permettra un repérage de gènes mutés que l'on pourra corriger. Du reste, la loi de bioéthique de 2021 prévoit cette évolution. En attendant, le diagnostic précoce conduit à une prise en charge des meilleurs avec les progrès constants de la médecine. L'espérance de vie aujourd'hui pour un porteur de mucoviscidose peut aller jusqu'à 50 ans. 200 bébés par an sont diagnostiqués chaque année. Alors un autre exemple, le dépistage d'un déficit congénital de sécrétion de la glande thyroïde. L'hypothyroïdie, un traitement simple par la thyroxine, ou plutôt évite un retard de développement psychologique, moteur, de croissance en général. Un bébé sur 3500 est atteint, donc ce qui fait 142 par an. Il convient aussi de penser aux bienfaits de ces diagnostics sur le plan humain pour l'enfant, la famille, ce qui n'a pas de prix. Alors, depuis le 1er janvier 2023, viennent s'ajouter 7 autres affections touchant au métabolisme. Là encore, tests non agressifs, peu coûteux, acceptés par les parents. Il est possible de substituer le défaut enzymatique, par exemple chez l'enfant, toujours en attendant l'apport de la génétique correctrice. Rappelons qu'il existe 7000 maladies orphelines, rares, identifiées, qui atteignent 3 millions de personnes en France. 80% sont des maladies génétiques entraînant un déficit moteur, sensoriel ou intellectuel une fois sur 2 et une perte d'autonomie une fois sur 10. Un test de détection de la surdité est effectué au 3e jour de vie. Test nullement invasif durant quelques minutes. Ainsi, nous anticipons sur l'installation des troubles du langage, par tout moyen, jusqu'à la possibilité d'implant dans la cochlée, pour les surdités bien entendu, les plus sévères, les plus profondes. 2 ou 3 cas sur 1000 naissances font état de surdité. Pour conclure sur ce dépistage néonatal organisé, 14 tests gratuits, 37 millions d'enfants ont été dépistés en France depuis 50 ans. En 2021, 1165 enfants ont été concernés par une des 6 affections, soit une naissance sur 64. 7 autres, donc, affections se rajoutent au dépistage depuis le 1er janvier 2023. Ne quittez pas cette vidéo, car vous êtes concernés, femmes, hommes adultes, certains dans l'immédiat et pour d'autres dans un proche avenir. La mise en place de divers dépistages va s'intensifier inévitablement grâce à la recherche scientifique et médicale. L'intelligence artificielle du reste balbutie sur le sujet, mais sera d'un grand secours et viendra minimiser certainement le coût des dépistages. Quels sont les critères pour mettre en place un dépistage bien organisé? Tout test qui se veut dépister une maladie doit permettre de diminuer, bien entendu,
le nombre de décès et de surcroît donner une meilleure qualité de vie, donc diminuer la morbidité. Ceci bien sûr si le diagnostic est le plus précoce possible. Il est indispensable aussi de connaître l'évolution naturelle de la maladie. Le test doit apporter un gain pour l'individu et la société. Ce sont les centres régionaux de coordination des dépistages des cancers qui organisent les dépistages et invitent chacune et chacun à s'y prêter. La population à laquelle s'adresse le test est repérée. Elle est dite ciblée. Passons à la pratique. Le cancer du côlon peut saigner de façon microscopique, invisible à l'œil nu, sans détectable dans les selles par un test, un seul prélèvement dit immunologique. Test immunologique, bien sûr, pour dépister le sang. La population ciblée est définie par l'âge, hommes, femmes, entre 50 et 74 ans. Test réalisé tous les 2 ans, l'enjeu 48 000 cancers du côlon par an, 17 000 décès quand même. Un simple kit est remis au patient par son médecin sur invitation du centre régional. La positivité du test est vérifiée est de 4%. 4% de patients se voient proposer donc une coloscopie pour rechercher des lésions prédisposant à un risque de cancer ou affirmant la présence d'un cancer, vraisemblablement au stade précoce. Par contre, attention, il existe des situations où la coloscopie est proposée d'emblée. Elle concerne les patients qui ont un antécédent familial, père, mère, frères et sœurs, enfants, antécédents de polypes eux-mêmes ou cancer du côlon. Coloscopie aussi, et a fortiori, si l'on s'adresse à un patient connu déjà comme ayant eu une coloscopie antérieurement avec détection, repérage, ablation de polypes ou de tumeurs précancéreuses, bien sûr de cancer. Tous ces patients ne sont pas du ressort du dépistage de recherche de sang dans les selles. C'est votre généraliste qui validera l'accès au kit de détection qu'il vous remettra. Que diriez-vous si l'on vous proposait une coloscopie sous anesthésie générale pour rechercher si vous êtes porteur d'un cancer du côlon à ses tout débuts? Peu de chances que vous acceptiez. Même si je vous rassure sur le faible risque d'une anesthésie générale de 30 minutes ou sur le faible risque de perforation de votre intestin pendant la coloscopie, par exemple. Ces risques ne sont pas nuls. Je n'ose évoquer aussi la préparation, le régime à suivre dès la veille avant la coloscopie pour débarrasser le côlon de toutes les matières dans le but de pratiquer un bon examen de la muqueuse. C'est la couche superficielle, la muqueuse, qui tapisse les parois du côlon. En termes de coût, 12 coloscopies pour chaque dépisté, puisque réalisées tous les 2 ans pendant 24 ans, entre 50 et 74 ans. À l'aide de cet exemple, vous touchez là une partie des critères de décision d'un test de dépistage. En termes de succès, 1 patient sur 3 répond à l'invitation du dépistage. Nous, médecins, sollicitons-nous nos patients? Les campagnes ont-elles les qualités d'une publicité pertinente? Grâce au dépistage et à l'amélioration de la prise en charge thérapeutique, le diagnostic du cancer du sein est réalisé à un stade de plus en plus précoce. Cela contribue donc à l'augmentation de la survie, et ce, dans toutes les tranches d'âge. Cancer du sein, 61 200 en 2023. Entre 1990 et 2000, le nombre de cancers du sein a doublé, grâce aussi au dépistage. Selon l'Institut national du cancer, 11 900 décès ont été estimés en 2015, 12 100 en 2022. Quasi-stabilité des décès malgré le doublement des cas de cancer. 44% des femmes ont répondu positivement en réalisant la mammographie. Je dis bien dans le cadre du dépistage organisé sur la cible 50-74 ans. Bon, certaines femmes nous interpellent en disant « oui, c'est douloureux, au cours de l'examen, on me tasse le sein, là, voilà. » La plupart n'en font pas mention quand même, hein, je rassure. Rappelez-vous que la mammographie classique conventionnelle donne des images sur un plan, donc en 2 dimensions, mais déjà se met en place la mammographie numérique permettant de délivrer des images de millimètre en millimètre, donc dans les 3 dimensions. J'entends de la surface du sein au plus profond. La mammographie organisée actuellement est lue par 2 radiologues
qui ne se concerte pas, ignorant le diagnostic de son collègue. Eh bien, grâce à cela, dans le dépistage organisé, la double lecture, donc par deux praticiens différents, 6% de diagnostics supplémentaires de cancer sont repris par rapport à une seule lecture. Je passerai sur la labellisation des mammographes et de la compétence des confrères radiologues. En effet, ce test doit être le plus fiable, c'est-à-dire qu'il doit révéler les images suspectes, car s'ensuivra une biopsie pour un prélèvement. D'où cette rigueur, vous le comprenez fort bien. Alors la fiabilité n'atteint jamais 100%, bien évidemment. Voyons le dépistage du cancer du col de l'utérus, réalisé depuis 2018, me semble-t-il, pour les femmes de 25 à 65 ans. Actuellement, 3000 cas par an de cancer, mais avec une forte mortalité relative, 1100 décès pour ce cancer. Revenons aux critères des tests de dépistage. Sur 3 ans, 2017-2019, 58% des femmes ont participé, sur 3 ans. Test simple effectué par le généraliste, le gynécologue, la sage-femme, le laboratoire, un prélèvement totalement indolore au niveau cervico-vaginal, c'est le frottis, ou alors recherche de papillomavirus. Que ce soit pour le type de prélèvement frottis ou recherche d'HPV, papillomavirus, que ce soit pour la fréquence de l'un ou de l'autre, chacune de ces deux recherches s'adresse spécifiquement à un créneau particulier d'âge se situant entre 25 et 65 ans. Bon, je ne m'étendrai pas davantage sur la réalisation. Je ne peux passer sous silence tout de même que depuis la découverte de la responsabilité du virus, papillomavirus, induisant ce type de cancer, nous avons les moyens d'éliminer la plupart de ces cancers, outre le dépistage organisé, sous condition d'une adhésion à la vaccination non obligatoire des jeunes garçons et filles dès l'âge de 11 ans. Du reste, l'HPV, le papillomavirus, appellation qu'il vous faut connaître, est aussi responsable de cancers affectant vulve, vagin, bouche, gorge, pénis et anus. Voilà maintenant qu'à partir de tous ces exemples, vous pressentez ce que doit être un test de dépistage. Peut-être serait-ce pour vous une motivation à participer, d'autant qu'à l'avenir, ces tests vont se multiplier. Donc, il faut que les décideurs de mise en place connaissent l'évolution naturelle de la maladie, nous l'avons dit, les différents stades. Ils définissent opportunément quelle cible de population atteindre, en étudiant la courbe de fréquence d'un cancer particulier en fonction des tranches d'âge. Oui, je vous entends, mais docteur, les cancers du sein et du côlon ne sont pas si rares au-delà de 74 ans, et j'en connais même en dessous de 50 ans. C'est pertinent. Mais dans le choix de la cible, d'autres facteurs que la connaissance de la maladie et sa fréquence vont intervenir. Je vous renvoie justement encore au guide de la Haute Autorité de Santé sous la vidéo. Vous aurez le lien. Continuons. Au-delà de la valeur qu'attribue la collectivité à une vie humaine, cette même collectivité accepte de s'engager dans le coût d'un dépistage en considérant le fardeau, pour elle-même, du coût d'un cancer, en l'occurrence évolutif, s'il n'était pas dépisté. À propos de la considération économique, est-ce bien rentable? C'est un autre critère de décision. L'exemple du dépistage du cancer du col de l'utérus. Le test coûte soit 17 € pour le simple frottis, soit 27 € pour la recherche du fameux virus. Le coût est établi en tenant compte du nombre de femmes ciblées par ce test et en fonction aussi de la fréquence de réalisation du test. Les économistes ont toute latitude pour calculer ce que coûtent les moyens diagnostiques, thérapeutiques, d'arrêt de travail, en l'absence de dépistage, concernant l'affection en question. Ainsi est établie ce qu'on appelle l'efficience du dépistage organisé. 3000 cas par an, mais 1100 décès. Peu de cancer par rapport au sein ou au côlon, mais forte mortalité. Encore un critère de décision. Alors le test doit être simple.
Le test doit être fiable, le test doit être validé et surtout acceptable par la dite population. Si l'on ne veut pas que ce test soit boudé. Ce dépistage doit conduire à une baisse de la mortalité, mais aussi de la morbidité. Par exemple, les infections, l'anémie, la dépression, les conséquences aussi de lourds traitements et de leurs effets secondaires. L'apport humain, lui, n'est pas mesurable au sens large. C'est bien là que l'on reconnaît le sens des valeurs liées à notre culture. On est bien au-delà d'une considération purement matérialiste, vous en conviendrez. Posons-nous cette question. Pourquoi interrompre le dépistage organisé passé un certain âge? Puisque 10% des cancers du sein, par exemple, se manifestent avant 35 ans. Et 28%, donc 1 sur 4, au-delà de 69 ans. Le choix s'est constitué, nous l'avons dit, à partir de la fréquence selon l'âge. C'est un choix judicieux, mais ne l'occultons pas, sans nul doute, économique. Alors les perspectives, outre l'intelligence artificielle, dont on a parlé tout à l'heure, un fumeur en moyenne, présente un risque 21 fois supérieur par rapport à celui qui ne fume pas de faire un cancer du poumon. Le risque croît avec la durée de consommation. Il est le 3e cancer, le second cancer masculin, après celui de la prostate. L'Institut national du cancer estime à 57 700 le nombre de cancers du poumon. 3 sur 5 ce sont des hommes, 2 sur 5 des femmes. Les femmes tendent à rattraper les hommes. L'espérance de vie médiane est variable selon le type de cancer. Qu'est-ce que c'est que la survie médiane? Elle se situe entre 12 et 16 mois de survie avec traitement. Ce qui signifie qu'avec traitement, 50% des patients se situent en dessous de cette fourchette de 12-16 mois de survie et 50% se situent au-dessus. Quand disposerons-nous d'un test de dépistage pour ce cancer au pronostic si incertain? Il y a bien là un problème de santé publique, vous en conviendrez. L'histoire naturelle de la maladie est connue. On sait qu'il existe une large période de plusieurs années avant tout signe. Nous pouvons en faire donc le diagnostic, nous pouvons traiter la maladie au plus tôt, et ce sera de mieux en mieux avec les nouvelles thérapies. Condition indispensable pour dépister et puis traiter. Le scanner faible dose n'apparaît pas nocif, il est non agressif, acceptable, ayant démontré sa fiabilité, c'est donc engageant, il est susceptible de remplir les critères que nous avons définis tout à l'heure. Pour l'instant, il existe en dépistage individuel, ce scanner faible dose, en expérimentation en région parisienne, donc en dépistage non organisé. Et selon des recommandations internationales, la population cible choisie est celle de 50 à 74 ans, pour l'instant. Pour un fumeur, de 10 cigarettes par jour pendant 30 ans ou plus, ou alors de 15 cigarettes par jour pendant plus de 25 ans. On ignore encore la fréquence de réalisation de ce scanner. Serait-ce tous les 2 ans? Le programme de lutte contre le cancer 2021-2030 prévoit l'instauration de ce scanner en faible dose de rayon X. Un appel de patients est effectif dans la cible de l'âge en région parisienne. Ces études sont un passage obligé avant toute démarche de dépistage organisée. Donc pour l'instant, en expérimentation. Une des missions de santé publique du généraliste aussi consiste en un dépistage personnalisé dans son cabinet et non pas organisé de diverses maladies ou troubles métaboliques, quel que soit l'âge de son patient. Dans ce but, il se fonde sur les antécédents du patient, antécédents familiaux, son mode de vie. Exemple, avant tout signe de diabète, il vérifie suffisamment tôt l'absence de diabète si son patient est en surpoids ou prend du poids. Le médecin recherche le fameux cholestérol artérioscléreux parce que le père ou la mère de son patient ou ses frères et sœurs ont présenté des pathologies cardiovasculaires afin de dépister tous les facteurs de risque qui conduisent à ces mêmes pathologies, dont le cholestérol. Prendre l'attention systématiquement à son patient relativement jeune qui vient pour quelque motif que ce soit, c'est déjà un dépistage d'hypertension. Poser des questions sur la consommation d'alcool, c'est aussi dépister des conduites à risque et prévoir les pathologies liées à l'alcool. Informer son patient. Rechercher des troubles du neurodéveloppement,
dans la prime enfance, là encore, sans qu'il y ait de signe d'appel évident, a priori, c'est aussi du dépistage. Et puis il y a aussi le dépistage, disons, secondaire. Dans une hypertension, je suis conduit à rechercher des signes d'insuffisance cardiaque, recherche d'un essoufflement chez mon patient, de prise subite de poids, ou alors des œdèmes au niveau de ses jambes. Ce qui me conduira bien sûr à adresser mon patient au cardiologue pour échocardiographie, électrocardiogramme, à l'affût des signes d'hypertrophie cardiaque, disons d'insuffisance cardiaque tout bonnement. Incontestablement, la pratique a beaucoup évolué. Dans les années 70, nous n'avions pas une priorité de dépistage. Nous traitions la maladie installée. Les études dites épidémiologiques se sont enrichies et ont permis le bien fondé du dépistage ajouté aux mesures de prévention. Je ne pense pas que mes collègues me contrediraient lorsque j'affirme que notre travail essentiel se situe à ce niveau de dépistage. Je ne le pense pas. Enfin, se dépister une maladie, ça existe, sur un petit signe caché. Pensons au mélanome, tumeur cutanée insignifiante et qui peut être redoutable, passé un certain stade. Nous en reparlons. Justement, en fin de ma précédente vidéo, je m'étais engagé à évoquer avec vous l'autodépistage, se dépister soi-même, derrière un signe, notamment cancer du sein. Ce sera le prochain sujet. Il m'apparaissait d'ailleurs plus judicieux, et vous en convenez, en priorité d'aborder le dépistage organisé du cancer du sein entre 50 et 74 ans. C'est primordial. Il ne faut pas s'y tromper. Je vous rappelle que ce dépistage organisé s'effectue tous les 2 ans. Mais avant ces 50 ans et après ces 74 ans, et puis entre deux dépistages, qu'en est-il? Il y a place pour que le médecin examine la femme. Sollicitez votre médecin, n'hésitez pas. Mais place aussi pour que la femme s'examine elle-même, c'est l'autodépistage. Ce sera donc le prochain rendez-vous, l'autodépistage du cancer du sein. En somme, quels conseils donner? Participer aux divers dépistages qui sont en place et qui continueront à se mettre en place. Vous avez pu en juger de l'innocuité, du bien fondé, de leur fiabilité, de l'apport en quantité et en qualité de vie. Nous, médecins, pour nos patients et chacun d'entre vous, devons et devez être responsables aussi du dépistage non organisé. Merci de votre bienveillante attention et si j'ai atteint cet objectif de conviction au dépistage, je m'en réjouis. Et peut-être que votre clic sur la main levée ou sur la cloche d'abonnement et pourquoi pas un commentaire, le tout sous la vidéo, me rasséréneront. Et pour appuyer le sens de cette vidéo, prenez soin de vous, bien sûr, en participant au dépistage organisé.